Bonjour à tous. Premier point à l'ordre du jour. Félicitations. Johan, tu as remporté une compétition de Jiu-Jitsu cette fin de semaine. Oui, une belle compétition. Ça faisait longtemps que j'avais pas compétitionné, puis en fait, c'était la première fois que je remettais les pieds sur les tatamis étant ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. C'était ma première compétition black belt, ceinture noire, puis j'ai remporté l'or. J'ai fait 2 gros combats. Des soumissions ou des... Moi, je suis plus un gars de position, puis Okay. j'ai de la difficulté, puis c'est drôle, mon coach, Mathieu Davio, qui me disait, là, aujourd'hui, là, essaie des soumissions, essaie d'aller terminer les combats. Ben, ça s'est pas fait. Mais c'est pas grave, je suis très content de mes combats. L'important, c'est la victoire. Deuxième point à l'ordre du jour, également te concernant. Combat officialisé ou presque officialisé. À Samouraï? 29 mai au Casino de Montréal à Samouraï MMA. Ouais, je vais être en mesure de faire mon retour. Ouais, on remet les gants, puis je suis très heureux de le faire ici aussi devant mon monde, devant mes fans, pour l'organisation Samouraï MMA. Fait que je suis très content que Daniel puis mon agent Jérémy a fait du bon travail pour me trouver un bon adversaire. Jonathan Patty, c'est un gars qui a 17 combats professionnels, fait Contender Series, a pas gagné, mais tu sais, a fait son nom vraiment un bon adversaire, un gars qui aime se battre debout, donc on va donner un bon spectacle. Bon, il reste 4 semaines, là, c'est fin mai, donc bon camp d'entraînement, on aura la chance de, évidemment, dans les semaines précédentes, dans les jours précédents, mettre la table pour tout ça. Mick Dufort, déjà, on en a parlé la semaine passée, il sera également sur cette carte. En finale. De Samouraï MMA, en finale de Samouraï MMA pour défendre son titre des 155 livres de l'organisation. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Et oui, bienvenue. Si vous voulez aller réécouter l'épisode avec Mick Dufort, c'est en ligne, bien sûr, sur toutes les plateformes. Et ça a été un gros épisode la semaine passée. On a fait presque 1 heure là, de discussion avec Mick. Je vous rassure, cette semaine, on ne vous garde pas aussi longtemps. C'est un petit épisode assez tranquille. J'ai hâte de parler à la fin de l'émission, dans le segment actualité, de toutes les rumeurs en tournant à l'UFC 329. Peut-être des gros combats qui se dessinent. On va aussi parler de l'UFC 328, en fait, celui du mois de mai. Khamzat Chimaev et Sean Strickland, honnêtement, là, ça commence déjà à revoler. Ça va être des feux d'artifice, ça. Et ouais, il va falloir que la sécurité soit ça va être toute une semaine de combat. Ah ouais, le Fight Week va être quelque chose. Là. Exact. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine qui met aux prises, je vais le dire, oui, on retourne en Australie, c'est vrai. Oui. Jack Della Maddalena contre Carlos Prates, comment l'oublier, parce que ça va être toute une carte. Ouais. Deuxième fois de l'année déjà qu'on s'en va en Australie. Et grosse finale. Mais tout d'abord, revenons sur l'UFC qui se déroulait à l'Apex samedi dernier en finale. Aljamain Sterling contre Youssef Zalal, c'est Sterling, le vieux routier, qui l'a emporté. Pas un grand combat qui va passer à l'histoire, mais ça prouve que la lutte, c'est un style, quand tu le maîtrises et quand tu le fais bien dans l'octogone, en arts martiaux mixtes, là, la lutte demeure très, très, très difficile à contrer, même pour un spécialiste de jiu-jitsu brésilien contre Youssef Zalal. Sterling n'a pas vraiment eu de difficulté dans ce combat-là à s'imposer. Il n'y a pas eu de difficulté, puis Zalal est un spécialiste. Il y avait beaucoup de soumissions à sa fiche. On le sait, il était très bon. Très agressif. Très agressif. Il y a beaucoup de tentatives, mais on n'a jamais senti Sterling en danger. Il dit qu'il y a une fois, il y a eu une guillotine à un moment donné, il dit à l'entraînement, j'aurais sûrement tapé, mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à sortir exactement, mais incroyable. Là, le nombre d'amenés au sol réussi par Sterling, là, 6 sur 11 tentatives, il en a fait beaucoup, mais ça reste que c'est 50% du travail qui a été fait. C'est excellent. Donc, c'est excellent. Un contrôle vraiment dominant, puis beaucoup de frappes qui ont été lancées. T'sais, il a été très actif, Sterling. Vraiment, honnêtement, moi, j'ai trouvé très beau à voir combattre. Tu sais, souvent, on voit les gars, ils font les amener au sol, mais ils font seulement contrôler. Il n'y a pas beaucoup de dommages qui est fait, mais il y a eu beaucoup de frappes qui ont été lancées. Il y a à peu près 220 frappes, tentatives de frappe de la part de Sterling. Puis la majorité du combat a été faite au sol. Donc, beaucoup de ground and pound, beaucoup de dommages faits, là. Exactement. Comme tu l'as dit, bien, il y a eu quelques tentatives de soumission. Une qui a été plus serrée, mais le reste a été très calme, a été toujours en contrôle. 36 ans, Aljamain Sterling. Et je veux ton opinion de combattant parce que j'en parlais il y a plusieurs années, là, à l'époque avec Mick Dufort, à l'époque où il s'entraînait beaucoup avec Olivier Aubin-Mercier, puis Olivier a utilisé ce style-là exactement pour remporter ses 2 tournois de la PFL. Tu sais, c'était pas excitant, c'était pas sexy.
Mais quand tu te bats 4 fois par année à la PFL à l'époque, c'est une saison extrêmement longue, c'est vraiment, vraiment exigeant. Et puis le choix qui a été fait, c'est un judoka hors pair, c'est un très, très bon lutteur, Olivier. Mais le choix qui a été fait, c'est de dire, on va se concentrer sur la lutte, on va s'imposer, parce que comme ça, on prend pas de dommages, on est plus frais et dispo pour la suite. On reste toujours en pleine forme, moins de risque de blessure, on prend pas de dommages, puis on est prêt pour une longue saison de 4 combats qui nous permet d'aller chercher le gros chèque. Donc, à H2O, à cette époque-là, le choix, et on regardait les Islam Makhachev, les Habib Nurmagomedov, les Merab Dvalishvili, Khamzat Chimaev. Aujourd'hui, on regardait ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes, puis on se dit, la lutte, ça demeure le style le plus efficace pour aller chercher des victoires. Es-tu d'accord avec ça? Ben oui, je suis complètement d'accord. On l'a vu. Il y a eu l'ère de Conor McGregor qui est arrivé, qui était flamboyante. On a tout voulu être spectaculaire avec des spinning kicks, avec des grosses mains droites et tout. Mais quand que Khabib est arrivé et qui a éteint ça carrément, facilement, exactement. Et on a vu la dominance et le calme de Khabib. Par la suite, Makhachev est arrivé, Chimaev est arrivé, et là, la dominance est arrivée. Puis vraiment, la lutte, c'est ce qui fait en sorte que tu décides si le combat se dicte debout ou ça s'en va au sol. Puis je pense vraiment que c'est la plus grande force. Puis oui, au niveau des dommages, la carrière sera pas la même si tu as des rounds de 3 minutes qui sont faits au sol, que tu manges pas de coups de dommages, ou que c'est une guerre qui est faite debout puis qu'il y a beaucoup de coups qui sont lancés. Donc c'est sûr que pour la longévité, c'est un style qui est intéressant, là. Exactement. J'ai vraiment noté peut-être l'aspect cardio. C'est le premier combat de 5 rounds aussi de Zalal. Les rounds 4 et 5 ont été difficiles. Tellement qu'il a eu son meilleur round au 3e. Ouais. C'est le seul round qu'il a gagné. Puis tout de suite, au 4e, il était plus le même. Ou Aljo, qui lui est un habitué des combats de 5 rounds, il est revenu tellement fort, même un 18 au 4e round. Donc. Moi, je pense que l'expérience de Sterling a vraiment paru, surtout au 3e puis au 4e round. Peut-être que certains pensaient que Sterling descendait de rythme puis descendait le niveau au 3e round. Moi, je pense qu'il savait que le 3e round allait peut-être être difficile, qu'il devait se garder de l'énergie pour le 4 et le 5e round. Peut-être ce que Zalal n'a pas nécessairement fait, et ça s'est joué au 4e round. 2 victoires de suite. Il est 3-1 depuis qu'il est passé à 145 livres. On sait que c'est un ancien champion des 135. Oui. Ça le place où, selon toi, dans cette hiérarchie-là? On le sait que, Volkanovski contre Evloev, c'est pas annoncé, mais ça risque clairement d'être le prochain combat pour le titre. Oui. Est-ce qu'il en a fait assez à 145 livres pour être le prochain en liste, ou ça lui prend une autre grosse victoire, selon toi? Ça lui prend une autre grosse victoire, selon moi. On se rappelle qu'il a perdu contre Evloev. Une décision, oui, mais il a perdu ce combat-là. Donc, chose sûre, Evloev contre Volkanovski, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va se situer, quand ça va se situer aussi, parce que ça va vraiment faire bouger les cartes un petit peu aussi. Mais chose sûre, Sterling est vraiment dans la course, là, puis vraiment nous montre qu'il est encore capable d'offrir des performances à la hauteur, parce que Zalal était sur toute une lancée, là. Il était sur 8 victoires de 8 victoires consécutives, là, donc ouais. Juste pour vous donner une idée, là, Evloev est classé numéro 1, derrière Volkanovski, le champion. Diego Lopez, encore 2e. Oui. Lui, il a un gros combat contre Steve Garcia à la Maison-Blanche. Donc, ça va nous donner une idée s'il demeure là ou s'il se fait détrôner. Il sort du top 3, peut-être. Lerone Murphy, 3e, et Sterling a gagné un rail, il est 4e. Donc, il est là, puis Murphy a perdu contre Evloev, donc sur une défaite. Un Murphy Sterling pourrait être intéressant. Ouais. Les deux ont perdu contre Evloev par décision, donc ça pourrait être intéressant, certainement. Et pour Zalal, lui, il a dit... en fait, pour terminer sur Sterling, il a dit, évidemment, il a demandé Volkanovski. Il a demandé le gagnant de Volkanovski et Evloev. Pas plus fou qu'un autre. Il a 36 ans. Le temps commence à presser aussi, mais en tout cas, ce qu'il nous a démontré hier, il n'a pas l'air en fin de carrière du tout. Pas hier, mais samedi. Zalal, lui, première défaite en 8 combats, on le disait. C'est loin d'être terminé pour lui, encore jeune, 29 ans, je pense. Du travail à faire au niveau de sa lutte, peut-être, mais n'en demeure pas moins qu'il va demeurer dans la discussion pour des gros combats à 145. Oui, n'a pas à rougir de sa... Je dirais pas de ne pas à rougir de sa performance. Sûrement aurait voulu faire certaines choses différemment. Par contre, là, il faut se rappeler qu'il revient de loin, il a été coupé de l'UFC, est revenu, a gagné 8 combats consécutifs. C'était son premier combat d'événement principal. Il faisait l'événement principal de la carte contre Sterling, qui est un ancien champion. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de poids. N'a pas à rougir de sa performance. A simplement
possiblement devoir revenir plus fort dans les prochains combats. Là. J'ai noté pour affronter le gagnant du combat entre Arnold Allen et Melquizael Costa. Oui, ça s'en vient, ça. C'est un combat qui s'en vient le 16 mai. OK. Allen, tu connais bien. Oui. Bien sûr, il s'entraîne ici à Montréal. Costa qui est très spectaculaire. Arnold est 7e, lui. Il revient d'une défaite contre Jean Silva. Et il affronte Costa qui est 12e, qui est sur toute une lancée, exactement. Je pense que c'est 5 ou 6 victoires de suite, honnêtement. Puis des victoires spectaculaires. Il a trouvé vraiment son air d'aller. Pas de cadeau pour Allen, hein? Pas de cadeau, non. Il faut... Mais des deux côtés, vraiment. Le Costa aussi, là, non, qui a pas de cadeau. Là, non, 100%. Puis, tu sais, là, Costa, on lui a donné des combats faciles, relativement faciles. Là. C'est sûr qu'il n'était pas rendu à ce niveau-là. Mais... Là, il a prouvé qu'il était prêt à une augmentation au niveau du niveau de la compétition, là. Et là, on lui donne un gros client à Allen. Honnêtement, si Allen perd ça, ça va être difficile de revenir au sommet. Ça va être un bon combat. De l'autre côté, si Costa gagne ça, démontre clairement qu'il a sa place pour se rapprocher du top 5 et d'un combat de championnat. Parce qu'il est très respecté, Allen. Oui, énormément. C'est jamais fait terminer. Puis si tu regardes le pedigree de tous les gens qu'il a affrontés, malgré les défaites, c'est toujours été par décision. Là. Donc, honnêtement, tout un soldat. Je suis un peu déchiré parce que Costa, moi, il m'impressionne énormément depuis un an et demi, là, depuis qu'il est parti sur sa lancée. Il est arrivé à l'UFC, gagne-perd, pas ultra spectaculaire. Ouais. Puis là, il a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose qui a cliqué. Là, puis, mais Arlen, évidemment, en s'entraînant à Montréal, on le suit beaucoup puis on l'aime beaucoup. Donc, ouais, j'ai hâte de parler de ce combat-là plus en détail parce que ça s'en vient au mois de mai. Jocelyn Edwards en demi-finale contre Norma Dumont. Edwards qui l'a emporté, fait un bond géant dans les classements parce qu'elle était 11e. Elle vient de battre celle qui est classée numéro 3. Combat intelligent de sa part. C'était honnêtement, on va dire les vraies affaires, c'était pas très excitant. Beaucoup de lutte, beaucoup de contrôle le long du grillage. Elle a juste, Edwards, été plus agressive, a contrôlé le centre de la cage, a lancé plus de coups, surtout au 3e round, le round décisif. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Je pense que Dumont va regarder ce combat-là et va se dire j'aurais dû en donner plus. J'ai manqué ma chance. C'est un peu moi qui ai perdu ce combat-là en ayant une mauvaise stratégie, peut-être. Est-ce que Dumont a pris Edwards à la légère? Parce que ça se peut, là, si on regarde la fiche des deux, Dumont était clairement favorite. C'était pas supposé être une marche dans le parc parce que Edwards, c'est une tough. Elle était sur une bonne séquence. Exact, elle est sur une bonne séquence puis elle est très bonne. Par contre, si on regarde les deux profils, Dumont avait peut-être une certaine avantage. Par contre, l'expérience d'Edwards nous a montré que, elle avançait, elle lançait beaucoup de coups. Elle a fait une tentative d'à peu près 200 coups ont été lancés. 58% significatifs ont touché la cible. De l'autre côté du monde, il y a eu 51 coups qui ont touché la cible. C'est minime. Elle a presque pas lancé de coups. Elle était à reculons. Je sais pas si elle se posait trop de questions, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va s'en vouloir parce qu'elle vient de faire un recul. Un gros recul, oui, merci Ben. Un gros recul dans le classement. Là. Exact. Elle était sur une séquence de 6 victoires. Oui. Donc, celle-là fait mal. En contrepartie, Jocelyn Edwards est sur 5 victoires de suite. C'est sa 5e de suite, en fait. Comme je le disais la semaine passée, je vois ces deux filles-là, j'en vois pas une qui est capable de vraiment compétitionner avec Kayla Harrison, la championne, ou même Amanda Nunes. Bien sûr, on est en attente de ça. Devant Jocelyn Edwards, maintenant, il y a Juliana Pena, ancienne championne, qui, elle attend aussi, veut pas se battre en attendant la gagnante de Harrison et Nunes. Il y a Raquel Pennington qui est encore là. Moi, je suis déçu, ou en tout cas, il y a une fille qui s'appelle Larissa Pacheco, je sais pas si tu la connais, elle était à la PFL, c'est la seule fille qui a déjà battu Kayla Harrison. Okay. La seule défaite de Kayla Harrison, c'est contre Pacheco à la PFL. Elle a quitté l'organisation. J'étais sûr que l'UFC allait la signer. C'est pas fait. Là, elle a signé avec elle se bat pour une organisation qui s'appelle Karate Combat cette fin de semaine. Okay. Ce samedi. Et elle, dans le fond, le gros défi, c'est de faire 135 livres. Elle s'est battue à 145 et à 155 livres à la PFL. Donc, descendre à 135, c'est un gros défi. Elle a déjà été à l'UFC avant d'être coupée il y a très, très, très longtemps. Elle est encore dans la trentaine, elle n'est pas super vieille. Donc, une fille dans la fleur de l'âge, ultra talentueuse. Elle a perdu contre Chris Cyborg à Bellator. C'est son dernier combat. Mais ce serait une belle addition pour la division des 135 livres qui manque clairement de profondeur. Quand on voit ces deux filles-là en fin de semaine, c'est rien pour leur enlever. Je veux rien leur enlever. Là. Puis Edwards, elle a fait un bon combat. Mais derrière les 2 ou 3 tops, il y a un énorme différence. Il y a un fossé, là, j'ai l'impression.
Donc, voilà pour ça. Rafa Garcia contre Alexander Hernandez, ça, je l'avais encerclé. Ça a été une bonne guerre. Ouais. Un bon combat tactique, en fait. C'est deux vieux vétérans, deux gars qui étaient sur des belles lancées. Garcia qui l'a emporté par décision unanime. Bon retour de Hernandez quand même au 3e round qui a été plus agressif. Il a un peu laissé justement le combat technique pour se dire, OK, faut que je brasse la cage un peu, faut que je mette beaucoup de pression. Énormément de dommages dans le visage d'Hernandez à la fin du combat, mais je pense qu'il a commencé peut-être un peu le combat en retard. Il s'est dit, je pense que je vais avoir au niveau technique, je vais avoir l'avantage, mais Garcia, même si c'est un spécialiste de soumission, il a beaucoup plus de soumission que de victoire par KO. En bon mexicain, tu vois qu'il y a une bonne boxe solide. Là. Une très bonne boxe. Garcia là, qui mettait la pression. Là. Honnêtement, on est habitué de voir Hernandez bouger. Puis comme tu l'as dit, un petit peu plus technique. C'est dur de se battre contre un gars comme Garcia de façon technique parce que lui va constamment avancer puis il frappe fort. On le voit, là, il a l'air de frapper lourd. Puis des tentatives d'amener au sol. Il est surprenant. Je veux dire, il est surprenant. Pas parce qu'il semble pas avoir un bon jiu-jitsu brésilien, mais quand on voit Garcia, on pense un bon cogneur, un gars qui boxe lourd. Mais non, il y a des très bonnes amenées au sol, puis un très bon contrôle avec son jiu-jitsu. Là. 3e victoire de suite, donc ça s'est passé essentiellement debout, et c'est là que Garcia a eu le dessus. C'est un protégé de Cobb Swanson, dans cette équipe-là de Cobb Swanson. Et je pense qu'il a changé d'équipe récemment, où il a toujours été avec eux. Non, je pense pas. Cobb ça fait pas longtemps qu'il a amorcé son équipe. Donc, là, c'est une bonne question. Oui, c'est ça. Cobb c'est parce qu'il vient de se partir plus une équipe de combattants qui est à lui, exactement. Peut-être que les deux s'entraînaient ensemble auparavant dans un autre gym, puis là, Garcia a décidé de suivre Cobb Swanson. Mais honnêtement, ça fait qu'il y a plusieurs... Tu sais, Cobb s'est battu récemment, en plus, pris sa retraite. Toute une performance. Puis à chaque fois qu'il est dans le... j'ai jamais vu un de ses combattants perdre là, dernièrement. Là. C'est vrai. Honnêtement, là... Semble faire un travail incroyable. Incroyable comme coach. Puis 2026, quand on va arriver à la fin de l'année, il faudrait voir, coach de l'année ou gym de l'année, là, l'équipe de Cobb Swanson, les Bloodline Combat. Là. Bloodline Combat, c'est ça? Okay. Wow. C'est en Californie. Ils vont être à surveiller parce que ça va vraiment, vraiment bien. Puis là, le succès attire aussi des grands combattants. Il y a peut-être des gars qui vont dire il se passe quelque chose avec cette équipe-là. On va peut-être aller voir comment ça se passe. Des gros noms qui pourraient être tentés d'y aller. On a vu ça avec les Fighting Nerds. Il y a des gars qui sont partis d'Europe, qui vont maintenant s'entraîner au Brésil et tout ça. Le Tristar avec Georges, a attiré des gars de l'international. Même chose au ATT. Mais là, suivez ça. Bloodline Combat Sports, l'équipe de Cobb Swanson, parce qu'il a l'air d'être tout un coach. Davy Grant, Adrian Luna Martinetti. Rapidement, Grant, le bon vieux routier, c'est bien repris. Là. Il a avoué son dernier combat contre Charles Jourdain. Il s'est dit, j'ai fait des erreurs. Je me suis fait surprendre. C'est un bon combattant, Davy Grant. Là. C'est pas un gars qui mange les coups de genoux à la volée à tous ses combats. Là. C'est une grosse bouchée pour un gars qui faisait ses débuts à l'UFC. Puis Grant a prouvé pourquoi lui, c'est un bon vétéran. Puis il est respecté. Davy Grant, il l'a clairement mentionné après cette victoire-là. Il a dit, je suis conscient que je suis plus en route pour le titre. Je suis là pour faire des combats spectaculaires, laisser ma legacy, laisser ma marque, puis divertir les gens, puis aller chercher des bonnies. Ça a été le combat de la soirée, par ailleurs. Puis quand on parle de frappe, je parle un petit peu aujourd'hui, là, j'ai parlé beaucoup de tentatives de frappe, de tentatives d'amener au sol, mais Davy Grant, là, 310 tentatives de coups portés. Quand on parle d'un combat où est-ce que il y a du volume, il y a de l'action, Davy Grant, c'est ça. 300 tentatives de coups portés. Alors, si on revient au combat de la demi-finale de Dumont contre Edward, du côté de Dumont, on en avait 51. Tu parles à Grant, là. Donc, toujours des combats spectaculaires, là, Davy Grant, là. Donc, une belle victoire. Puis, c'est le fun parce que, c'est un vétéran. Oui, il a fait du chemin, mais là, il vient d'accueillir c'est un jeune prospect qu'il avait devant lui encore, là, donc, tu sais, qui montre qu'il est encore là. Ouais, il a tout donné, là, Martinetti, tu sais, c'est pas qu'il a pas essayé, mais on a vu que, il avait jamais affronté, on en a parlé un peu la semaine passée, c'était difficile de juger de la qualité de ses adversaires parce qu'il était sur les circuits régionaux sud-américains. Tu peux te bâtir une belle fiche. Là. Il était 17-1, je pense. On sait que le saut est gros quand on arrive à l'UFC. C'est ça. Combat de la soirée, par contre. Donc, les deux repartent avec 100 000 c'était vraiment c'était un bon combat. Et je veux finir avec Raoni Bachelos contre Montel Jackson, parce que ça, c'est un combat, c'est à 135 livres. Et c'est un adversaire potentiel pour Charles Jourdain, là, qui veut entrer dans le top 15. Et là, Jackson était 14e avant ce combat-là et Bachelos a réussi à gagner. Super victoire pour le Brésilien Bachelos.
qui est sur une séquence de victoires. Là, je vais aller vérifier, par exemple. 5 victoires de suite. Est-ce que Un c'est vétéran de 36. 5e victoire de suite, c'est ça, exact. Et là, vient de prendre le 14e rang de Montel Jackson. Ce serait pas un bon style pour Charles, par contre. Il est très bon debout. Mais là, il nous a montré qu'il était capable d'aller au sol, puis il était capable d'avoir un contrôle. Écoute, moi, il m'a vraiment surpris parce que Jackson, là, Montel Jackson, il est vraiment solide, autant au niveau de la lutte, il a une bonne boxe aussi, puis tu sais, j'ai vraiment senti qu'il s'est fait dominer, honnêtement. Il se posait beaucoup de questions au 3e round, tu te dis, OK, ça va être quoi ma stratégie pour battre ce gars-là, puis il n'y avait pas vraiment de réponse. Ça semblait aller beaucoup trop vite pour lui, honnêtement, puis j'ai trouvé Barcelos vraiment dominant, donc non, écoute, c'est une belle entrée dans le top 15 pour lui. Là. Parce que là, Barcelos, tu sais, il est 11-4 à l'UFC, OK. Donc, c'est un vétéran, il a 38 ans. On le disait, sur 5 victoires de suite. Il a commencé à l'UFC, là, je vais regarder ça, là, 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite aussi. Donc, c'est sa deuxième séquence de 5 victoires. Tu sais, il y a eu un passage à vide là, entre 2021 et 2023 où il a été 1-4. OK? Mais dans cette séquence-là, il a perdu contre Kyler Phillips, qu'on a vu, qui est très bon. Victor Henry, qui est un bon combattant, et surtout Omar Nurmagomedov. Donc, il a perdu contre des gars pas à rougir. Pas à rougir. Puis ça allait un peu moins bien. Mais là, c'est ça. Il a retrouvé le chemin de la victoire. Il a retrouvé la confiance. Puis Charles, on le sait que la lutte, c'est pas sa tasse de thé. À 135, il peut plus se débrouiller. Mais il nous a quand même montré, dans le dernier combat, Charles, avec les guillotines, avec les kimura, avec les tentatives, qui était capable de travailler autour de ça. Donc... tu sais, je veux dire, si on lui offre ça, il va dire oui. Puis il va essayer de garder le combat debout ou il va essayer de se démener comme un diable dans l'eau bénite, comme il a fait contre Phillips. Si ça va au sol, pas accepter les positions, toujours être actif, toujours faire du dommage. C'est ça. C'est pas le style de prédilection qu'il choisirait, mais s'il n'y a pas le choix, il faut que tu battes des gars comme ça. Là. Que le top 15 est très relevé. Ah, 100%. Et énormément relevé. Là. 100%. Parlant de relever, la finale de cette fin de semaine à Perth en Australie est pas piquée des verres. Et si vous voulez regarder ça, c'est en exclusivité sur UFC Fight Pass. Mettez votre cadran. 4 heures du matin. C'est à l'heure d'Australie. Là. 4 heures du matin samedi pour que ce soit présenté en soirée là-bas. Il y a quoi, 16 heures, je pense, de différence. Ça va être en direct sur UFC Fight Pass. Ouais. Donc, carte préliminaire, 4 heures. La carte principale, les 5 ou 6 derniers combats à partir de 7 heures. Probablement qu'autour de 10 heures, entre 10 et 11, la finale va avoir lieu. Donc, tu sais, ça se prend bien samedi matin quand même. Ouais. Jack Della Maddalena contre Carlos Prates. Della Maddalena, toujours classé numéro 1, premier aspirant chez les mi-moyens, ancien champion, bien sûr, contre Prates. Le petit bijou, là, on va l'appeler comme ça, brésilien, classé 5e. Sur papier, ça fait saliver. C'est un combat entre deux des meilleurs strikers de la division, mais deux strikers, deux combattants debout qui n'ont pas le même style. Le style calculé, ultra technique de JDM contre Carlos Prates, un peu plus kamikaze, mais tellement spectaculaire. Je me pose énormément de questions. Je suis un peu fâché de ce combat-là, moi, parce que j'aime énormément parce qu'un des deux va perdre. Exactement. JDM qui nous revient de sa première défaite à l'UFC, qui était sur une lancée incroyable, qui a perdu contre Makhachev, qui est un combattant spectaculaire avec une boxe très solide, qui est gaucher, un jiu-jitsu brésilien très fort. On l'a vu, là, Makhachev a même pas été capable de le soumettre. Honnêtement, on donnait pas cher de la peau de JDM contre Makhachev. Puis il s'est pas laissé faire. Là, c'est un retour. Officiellement, là, c'est la première fois qu'il va se rebattre depuis qu'il a perdu son titre. Devant lui, Prates qui est une bombe à retardement, qui revient de 2 gros KO incroyables contre Leon Edward puis Jeff Neal. Donc, je pourrais pas vous décrire ce combat-là parce qu'honnêtement, c'est des feux d'artifice. Non, exact. Puis pour vous donner une idée, Jack Della Maddalena, comme je l'ai dit, c'est très technique. 5,33 coups qui touchent la cible par minute de combat. Il est 6e parmi les mi-moyens actifs. Donc, volume, précision. Et du côté de Prates, il envoie ses adversaires au sol 2,1 fois par 15 minutes de combat, donc plus de 2 fois en moyenne par combat. Il est 2e chez les mi-moyens actifs. Donc, tu as le volume, la précision contre la puissance. Prates a besoin d'un seul coup pour vous envoyer au plancher, soit vous finir, ou soit vous essayez de survivre, puis il remet ça 2e fois dans le combat par la suite. Vous voyez le genre. Là, donc,
Et au niveau des bonnies de performance aussi, 2 gars spectaculaires. 6 bonnies en 9 combats à l'UFC pour Jack Della Maddalena. Et c'est 6-6 pour Prates. 6 KO en 6 victoires à l'UFC. Il est 6-1. Sa seule défaite, c'est contre Yann Machado Gary. Ces 6 victoires, c'est des KO spectaculaires. Exactement. Il était 5-0 avant d'affronter Yann Machado Gary. Avec 5 finishes, si on compte Contender Series. Il a fait Contender Series, 4 KO spectaculaires à l'UFC. A affronté Yann Machado Gary, a failli. Honnêtement, c'est pas fait déclasser. Non. Là. Ben, il s'est fait déclasser dans les 3 premiers rounds. C'est une finale. Puis il est revenu tellement fort. Il a failli finir ça avant la fin. Puis, tu sais, Yann Machado Gary, on va lui donner. C'est un combattant extraordinaire. Il est jeune, il est dynamique. Il est en voie pour le titre. Par la suite, Prates rebondit de ça avec 2 gros KO exceptionnels contre Edward et Jeff Neal. Prates, là, c'est 23 victoires, c'est 18 KO. 18 KO, c'est incroyable. Mais de l'autre côté, GDM, 18 victoires, 12 KO. À 2, il cumule 30 KO. C'est incroyable. Là, c'est vraiment des combattants spectaculaires. Puis, je pense que ça va vraiment être au niveau de la distance. Est-ce que Prates va être capable de garder sa distance, fait beaucoup plus long, va vouloir bouger, des coups de genoux à la volée, des grands coups longs, tandis que GDM va être très compact, va vouloir rentrer avec une boxe précise en volume un petit peu plus puis toucher un petit peu à la fin. Donc, c'est un combat très intriguant. Effectivement. À noter que Jack Della Maddalena va être devant ses partisans. Ça se passe à Perth. Lui, il est originaire de cette ville-là. Est-ce que ça va le motiver encore plus ou le soulever encore plus ou ça va l'éteindre? On sait que des fois, la pression, ça peut être difficile. Donc, ça va être intéressant à suivre. Quillan Salkild, en demi-finale, est aussi devant les siens. Lui vient d'une petite ville à peu près 80 km de Perth. Donc, la foule va être clairement de son côté. Il est dans sa région, tout près de la maison. Il affronte Benil Dariush pour faire son entrée dans le top 15. Le bon vieux Dariush qui est toujours 12e. Mais plusieurs pensent, dont moi, qu'on envoie Benil Dariush à l'abattoir. Quillan Salkild est une brute. Darius revient déjà d'une défaite très difficile. Un gros KO contre Benoît Saint-Denis avec un gros crochet de la gauche. Là, ça va affronter un combattant qui fait juste gagner par KO. Il est juste spectaculaire, est capable d'aller au sol, un jiu-jitsu brésilien très dominant, a des kicks à la tête et tellement spectaculaire. Phil, je t'ai mis une adresse YouTube là, où je t'ai mis un lien dans Johan parle des kicks. Là, il a seulement 26 ans. De Quillan Salkild. On va aller regarder ça. Ceux qui nous regardent en vidéo, là, si vous n'avez pas vu le KO de Salkild contre Nasrat Akparast. Incroyable. Il a 3 bonnies de performance en 4 combats. Écoutez, c'est un combattant qui est très spectaculaire. C'est comme tu l'as mentionné, il va être chez lui, il va être dans sa ville. Il est sur une lancée incroyable. On regarde ça ici, là, ceux qui peuvent nous suivre. C'est un coup de pied directement sur la tempe. On a eu peur pour Akparast, honnêtement. Là. Et ça, c'est le combat venait de commencer. Là, on est au premier round. Là, ça fait 2 minutes que le combat est commencé. Là, puis il n'y a pas beaucoup de coups qui ont été lancés. C'est un combattant qui est très technique. Il va t'étudier, il va trouver la faille. Akparast n'est pas revenu depuis ce temps-là. Akparast n'est pas revenu depuis ce temps-là. Puis Akparast était sur une bonne lancée. Ouais. Puis c'est un combattant très, très talentueux. Bref. Salkild, 26 ans, Dariush, 36 ans, qui revient, comme tu le disais, d'un KO percutant. Il y a 1-3 à ses 4 derniers. On se demande vraiment le matchmaking, puis on se demande vraiment pourquoi Dariush accepte ça. Tu peux pas vraiment refuser. Tu sais, tu peux refuser des combats à tes risques et périls, parce qu'après ça se peut que le téléphone sonne plus si t'es à l'UFC, mais je donne pas cher de la peau de Benil Dariush, mais c'est un très, très bon grappler. Salkild est bon grappler aussi. Tu dis, il fait juste gagner par KO. Oui, il y a des soumissions aussi à sa fiche. C'est pas vrai, parce qu'il y a 4 KO, 4 soumissions. C'est juste parce qu'on a vu des KO spectaculaires de lui, c'est ce qu'on a en tête, mais non, c'est vrai, il est très dominant. Son dernier combat, c'est par soumission. Bref, 3 bonnies en 4 victoires à l'UFC, il est 4-0. C'est l'avenir contre peut-être le passé. Ouais, c'est ça, en demi-finale. Steve Erceg, toujours à la maison, originaire de Perth aussi. Steve Erceg chez les poids mouches contre Tim Elliott. Bon vieux Tim Elliott, 39 ans, 21 combats à l'UFC. Sur une bonne séquence présentement, 4-1 à ses 5 derniers. Combattant complet. Un bon grinder, là, un gars excellent nulle part, mais va te donner du fil à retordre. Mais bon partout un petit peu, tu sais. Puis Erceg, 30 ans, qui lui est 1-3 à ses 4 derniers, a eu
un combat de championnat très rapide à l'UFC parce qu'il y avait de l'expérience dans d'autres organisations. Donc, très rapide contre Alexandre Pantoja qui n'a fait qu'une bouchée de Urseg. Ça a été difficile de revenir. Mais finalement, a gagné son dernier combat contre Ozzy Osbourne. Lui aussi, un bon grappler, assez complet également. Je serais pas surpris de voir Elliott battre Urseg. Je pense qu'il y a peut-être pas d'outils dans son sac, mais plus de volonté, plus de grit, là, mais de vouloir. C'est deux combattants qui sont vraiment différents. Elliott, comme je l'ai mentionné, là, qui est acharné, qui va foncer, qui va aller vers l'avant, qui est prêt à manger des coups pour pouvoir en donner, qui est très complet aussi, mais Urseg de l'autre côté qui est plus calme, qui va être un petit peu plus à reculons, un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus patient, fait que puis qui est pas sur une super lancée justement malheureusement là, tu sais 1-3 à ses 4 derniers combats, donc c'est sûr qu'au niveau de l'âge aussi ça peut paraître, mais Elliott qui nous démontre jamais qu'il a 40 ans quand il combat, non, là, toujours plein d'énergie, ne semble jamais ralentir, sur une bonne lancée aussi, Tim Elliott qui pourrait vraiment sécuriser sa place dans le top 15 avec une belle victoire là. Ouais, exactement. Est-ce que Tai Tuivasa va mettre un terme à sa séquence de 6 revers? Est-ce qu'il est encore dans les classements? Ça avait été vraiment loufoque. Oui. Tai Tuivasa, non, on l'a sorti des classements parce qu'à un moment donné, on l'avait rentré quand on avait... je me rappelle plus. C'est Alison Teixeira qui a été coupé de l'UFC. En tout cas, il y a un combattant qui a été coupé de l'UFC. Et on avait rentré Tai Tuivasa sur 6 victoires au 15e, au 14e rang. Non, Alison Teixeira est encore dans le classement. C'est un autre Brésilien dont j'oublie le nom. Bref. Bon, Tai n'est plus classé, mais tabarouette. Quand tu dis Shane qui débarque, c'est un on le garde pour des cartes en Australie comme ça. Ouais. Là, c'est rendu... C'est ça. C'est un combattant qui a tellement été aimé, qui a tellement donné un bon spectacle. Je pense que on peut pas ne pas aimer Tai Tuivasa. Là. Je veux dire, il a toujours trouvé la manière de se... On l'a vu caler des bières dans les souliers. Il a trouvé sa façon à lui de faire parler de lui. C'est sûr que là, il est vraiment pas sur une bonne lancée. Par contre, on peut pas lui reprocher il dit pas non. Je veux dire, il a jamais refusé des gros combats. Si tu regardes la liste des combattants qu'il a affronté Tai Tuivasa, là, c'est juste du gros morceau, c'est juste des gros noms. Donc là, il va se battre à la maison. Peut-être une chance pour lui d'aller chercher une victoire. Là. Louis Sutherland sera son adversaire, un Anglais ou un Écossais qui est 0-2 à l'UFC. Non, c'est un Anglais, pardonnez-moi. Il faudrait pas qu'il m'entende parce que Écosse, Angleterre, hein? Non, c'est ça. Des fois, puis ça peut... rivalité, là. Comme Québec-Ontario, là, à peu près. 2-0-2 à l'UFC, 2 KO au premier round. Donc, c'est un bon profil pour un bon client. Ollie Schmidt, je ne connaissais pas. C'est un gars de City Kickboxing. Va faire ses débuts parce qu'il remplace Jack Jenkins à la dernière minute. On le place vraiment haut sur la carte. Donc, je suis dit, ça doit être un bon prospect. Mais il est 4T2, je pense. Pas une super grosse fiche, mais il arrive à quelques jours d'avis contre Marwan Raiki, qui est un combattant invaincu, lui, à 8-0, qui était dans une grosse guerre à ses débuts à l'UFC. Cam Rowston, c'est un gars de City Kickboxing, aussi un autre Australien qui, dans la fois qu'on avait été en Australie en début d'année, avait fait un gros KO également. C'est un partenaire d'entraînement d'Adesanya et de Carlos Ulberg, là, entre autres. Et sur 13 combats, il y a 12 Australiens et un Néo-Zélandais. Donc, 13 sur 13 pour des combattants de l'Océanie. C'est une classique carte. Ouais, c'est le fun. Ça. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant. Pour les partisans là-bas, puis ça va donner... La foule va vraiment être impliquée là, et tout ça. Là. Ouais, moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir. Puis on le sait là-bas, la foule est impliquée. On les entend chanter. On sent l'énergie. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir faire un gala comme ça et de pouvoir vraiment mettre tout le monde, de remplir la carte, que chaque combat pratiquement, tu sais. Et qu'il y a assez de combattants locaux pour le faire. Tu sais, au Canada, la semaine passée, on en avait 9 Canadiens sur 12, ce qui est très, très bon. C'est très bon. Mais là-bas, on peut faire la carte complète, donc pourquoi pas. Donc voilà pour cette UFC Purge. Je rappelle les heures, 4 heures AM. 4 heures du matin, samedi matin, la carte préliminaire, et 7 heures du matin. Donc déjeuner et violence ce samedi sur le UFC Fight Pass. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. OK, on commence avec des nouvelles concernant nos combattants québécois, Marc-André Barriault et Fred Duprat. Premièrement, Barriault, ça n'a pas été confirmé, mais sont proches par l'UFC. Je sais pas si toi, tu as parlé à Marc-André dernièrement ou si... J'ai vu passer ça, OK. Mais j'ai pas eu de confirmation aussi. On va aller aux sources, là, mais tout porte à croire que son prochain combat, ça va être le 18 juillet prochain
à Oklahoma City contre Brad Tavares. Ça a été rapporté par MMA Mania, donc c'est un site assez fiable en général. Donc on va vous le confirmer lorsqu'on pourra. Mais retour de Marc-André Barriault, c'est une bonne nouvelle. Revient de blessure. Moi, je l'ai vu à Winnipeg un petit peu. Là, il me disait que ça allait bien. Là, il s'est fait placer une vis là, dans le pouce parce qu'il y a eu une fracture à son dernier combat. Recommencer à s'entraîner, tout ça. Donc, va pouvoir revenir cet été. Duel de vétérans. Là. Tavares, 29e combat à l'UFC. Ouais. Marc-André, son 18e. C'est pas un candidat, Brad Tavares, pendant pour un combat de la soirée. Là. Je pense qu'il n'y en a pas dans sa carrière. Je parlais de la lutte là, qui est très. En début d'émission, on parlait de lutte là, qui est un style dur à défendre. Lui, c'est un bon lutteur de position, Brad Tavares. Ça peut être long, là, 15 minutes avec lui. Là. Ça peut être long, 15 minutes avec lui. Par contre, tu vois, je suis content que toi, tu me l'amènes comme ça parce que moi, je me suis dit, wow, c'est vraiment un beau combat pour Marc-André Barriault. Je me dis dans ma tête que Brad Tavares, c'est un vétéran, oui, mais c'est un gars qui est un peu au ralenti. C'est un gars que comme tu l'as mentionné, c'est pas un feu d'artifice comme pour un Marc-André de Barriault qui est quand même on appelle ça un slow starter, un gars qui commence tranquillement ses combats. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un Brad Tavares en avant de moi qui est pas un Joe Pyfer, qui a pas une force de frappe à exploser, qui va pas arriver en te sautant dans le visage puis en te mettant la pression. Puis de l'autre côté, oui, c'est vrai que je suis d'accord qu'il travaille beaucoup avec sa lutte, mais on sait que le clinch de Marc-André Barriault, ça a toujours été sa force. Le corps à corps est quand même sa force aussi. Au Kill Cliff, il néglige pas ça du tout, la lutte puis la cage, le corps à corps. Fait que moi quand j'ai vu ce combat-là sortir, je me suis dit wow, c'est vraiment une belle opportunité pour Marc-André d'aller chercher une grosse performance. Je pense que ça peut être un bon combat. À ce niveau-là, t'as raison. Mais c'est vrai que Brad Tavares, c'est souvent des combats au ralenti. Il va t'amener contre... Puis il est gros, il est fort physiquement, il va t'amener contre la cage, il va te ralentir, il va essayer de t'amener au sol. Par la suite, vous allez désengager, il va reculer. T'sais, c'est toujours long, c'est ça un petit peu avec lui. Fait que c'est sûr que ça peut être un combat qui peut être long. Par contre, avec le style à Marc-André Barriault, c'est jamais des combats ennuyants. Là. On aura la chance d'en parler avec Marc, assurément. Avant le combat, donc prévu le 18 juillet prochain. PFL, Fred Duprat qui a signé cette semaine, ça a été annoncé par son gérant, un nouveau contrat avec la PFL. Donc, bonne nouvelle pour lui, il demeure dans une organisation majeure. Il est sur 2 victoires de suite, 2 guillotines, bien sûr. C'est sa spécialité. Content pour Fred là, de pouvoir continuer à gagner sa vie et de faire parler son talent dans une grande organisation comme PFL. Ben oui, très content pour lui. Puis, il le mérite tellement. Il a tellement travaillé fort. Nouvellement papa, on sait c'est quoi les imprévus qui peuvent arriver. Puis, garde le cap. 2-1 avec PFL, fiche positive, 10-2. Puis moi, quand je regarde ça, là, 10-2, 10 soumissions. Je trouve ça extraordinaire. Le gars, là, je veux dire, il est spécial. Là. Il termine ses combats. On le sait ce qu'il va faire. Il est capable de le faire quand même. Il l'a fait ici au provincial. Là, il le fait dans l'international, partout dans le monde, dans les plus grandes organisations. Fait que Fred Duprat, un des meilleurs combattants que le Québec a. Très content de voir qu'il a renouvelé son contrat à PFL. Félicitations, Fred. UFC 328, ça, c'est pas samedi qui s'en vient, mais l'autre, le 9 mai. En finale, Khamzat Chimaev, oui, contre Sean Strickland, championnat des moyens. Puis là, on en parle pourquoi? Parce que ça dépasse les bornes. Honnêtement, ça dépasse les bornes, mais c'est qu'on sait que c'est plus pour le spectacle. Ça semble être personnel. Là. C'est là que ça devient... C'est 100% personnel. C'est là que ça devient un peu inquiétant. Honnêtement, tu dis à pas inviter au même party, à ne pas mettre dans la même pièce Sean Strickland et Khamzat Chimaev, mais là... C'est rendu que Sean Strickland a dit clairement, il dit moi je vais arriver là avec mon gun, je vais amener mon arme à feu au New Jersey. Puis s'il arrive quelque chose, je vais juste le shotter. Là. S'il s'approche avec moi avec ses là, Chimaev lui rit un peu de ça puis il dit s'il meurt, il meurt dans une altercation. Tu sais la fameuse ligne de Rocky IV. Rocky, ouais, If he dies, he dies. Tu sais c'est ça là, comme soit dans l'octogone ou ailleurs. Tu sais, je veux dire, des querelles de gymnase, tu sais, ça part de Extreme Couture. Là. Ouais. Ça part de quand Khamzat Chimaev est allé à Extreme Couture. Apparemment qu'il aurait dit, oui, il a dit par la suite, il dit, j'ai fait du sparring avec Sean Strickland, puis je l'ai soumis à peu près 10 fois dans une séance de 15 minutes. Il n'est pas de calibre, il n'est pas bon. Tu sais, Strickland ne l'a pas pris. Ce qui se passe dans le gymnase reste dans le gymnase.
Mais là, c'est ça. Quand on parle de menaces de mort, là où je devais faire des entrevues, on avait des entrevues de bouquets comme à chaque semaine avec des combattants. Puis le relationniste de l'UFC m'appelle, puis il me dit, ou il me texte, il me dit, ils viennent d'annuler toutes les entrevues de Strickland et de Chimaev avant le combat. Il va y avoir une conférence de presse, mais c'est tout. Puis je suis même pas sûr qu'il va en avoir une, parce que ça peut déborder. Parce que là, ce que les deux disent en entrevue, c'est juste de l'escalade. Là. Puis ça donne comme plus rien de parler, parce qu'après ça va juste causer des maux de tête à l'organisation. Puis ça. C'est rendu là. Il peut se passer quelque chose de grave. Là. Ben c'est que là, on perd toute l'essence du sport. On perd toute la magie, les valeurs qui sont autour des arts martiaux mixtes. C'est correct de vouloir faire un spectacle. C'est correct de vouloir mettre de l'animosité, de rendre ça intéressant, de créer une certaine rivalité. Sauf que là, je pense qu'on est rendu trop loin. Là. On a dépassé les bornes. Puis, faut pas oublier que ça reste un spectacle. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça. C'est des gens, tu sais, Chimaev puis Strickland, c'est des exemples. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu comprends ce que je veux dire? C'est des exemples pour les jeunes. Donc, faut qu'ils trouvent une manière de le faire de la bonne façon, parce que même si c'est pas tout le monde qui veut que leur enfant, ça soit ça l'exemple, tu sais, il y en a qui c'est l'image, là. Ouais. Ça devrait être ça. Ça devrait être plus positif que ça. C'est les pires modèles pour notre jeunesse. Ouais. Je vous dis ça comme ça. Autant Strickland que Chimaev. Mais c'est vrai que ces combattants-là, on aimerait ça se dire qu'à l'UFC, dans les plus grandes ligues, ces gens-là ont une responsabilité et un rôle à jouer, devraient être des modèles. Ces gars-là... Mais tout ça pour dire que la semaine de combat va devoir être mise sous surveillance. Parce que c'est pas nouveau qu'on voit des combats annulés, des événements, tu sais, donc on voudrait pas que ça arrive, donc il va falloir qu'il y ait du sérieux. Il va y avoir des face-à-face à 3 pouces de la face. Il va y avoir du sérieux. Puis ça, ce que ça fait, là, c'est que ça l'amène les autres combattants à vouloir créer de l'animosité. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Quand j'étais à Toronto, il y avait Chimaev contre Diaz qui se battaient, puis là, ils se sont pas battus, puis là, toutes les cartes ont été mélangées. C'était... Ferguson qui s'est battu contre Diaz, tu sais, puis là, toutes les Kevin Holland contre Chimaev, exactement. Mais il y avait tellement eu d'animosité, puis ça se ressentait partout. Puis je vous le dis, dans la salle, les combattants, tout le monde, on ressentait l'animosité, puis ça créait une certaine énergie qui était pas nécessairement positive, honnêtement. Je comprends. Non, effectivement, quand les vedettes agissent de la sorte, ça se répercute sur toute l'organisation et sur tout le monde dans la semaine des combats. Donc, ça va être à surveiller, bien sûr. On termine ça avec l'UFC 329. Donc, vous avez l'UFC 328 en mai, le Freedom 250, qui est un gala de télé à la carte, mais avec un nom spécial, donc le gala de la Maison-Blanche en juin. Et on revient avec l'UFC 329 International Fight Week au mois de juillet à Vegas. C'est le 11 juillet, si je ne m'abuse. Et là, confirmé, Gable Stevenson va faire ses débuts. On en a déjà parlé, on ne sait pas contre qui. Mario Bautista contre Corey Sandhagen officialisé également pour cette carte-là. Mais là, les dernières rumeurs, celle qui semble le plus près de se concrétiser, Paddy Pimblett contre Benoît Saint-Denis. Et pour la finale, beaucoup de gens commencent à penser que ce serait le retour finalement de Conor McGregor contre Max Holloway. BSD, Pimblett, McGregor, Holloway. T'en penses quoi? Je suis très intrigué. Benoît Saint-Denis contre Pimblett, oui. Je suis partant. Écoute, avec le combat que Pimblett nous a donné contre Gaethje à son dernier combat, moi, je veux revoir Pimblett, là. Sincèrement, il m'a vraiment impressionné. Puis de l'autre côté, Benoît Saint-Denis, on le sait, qui est un guerrier dans l'âme, qui va toujours nous donner un combat spectaculaire. McGregor, Holloway, c'est drôle, j'y crois pas. Ah non? Parce que je me dis, Holloway est trop sur une belle séquence, il va trop bien. McGregor, ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Je veux dire, il est sur son yacht, là. Tu sais, je veux dire, je pense que McGregor, pour revenir, ça y prendra un combat un petit peu plus logique. Si j'avais à choisir un combat logique pour Conor McGregor, ça aurait été un Michael Chandler. Un Michael Chandler qui a subi une grosse défaite contre Pimblett. Qui est plus prenable. Qui est plus nécessairement là. Et on a tellement mis d'animosité dans The Ultimate Fighter qu'il allait avoir un Chandler, McGregor et tout. Ça s'est jamais fait. Donc, je pense que ça serait là que ça serait le temps de le faire. Là, donc, Holloway, McGregor, j'ai de la difficulté à acheter ça en ce moment. Là, tu dis, il est sur une belle séquence, oui et non, là, dans le sens où il s'est fait faire une clinique contre Charles Oliveira, effectivement. Avant ça, c'est Poirier, ça avait été bon. Topuria, moins bon. Des victoires contre Korean Zombie, Justin Gaethje, Arnold Allen. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très actif, il a affronté les meilleurs. Il est encore au sommet là, exactement. C'est un gars qui... Par contre, c'est un plus
gros combat que Chandler-McGregor, dans le sens où, du côté des fans... Je ne sais pas, parce que McGregor, c'est le combat. Peu importe McGregor va être contre qui. Les gens vont regarder. C'est peut-être plat ce que je dis, mais les gens vont... Que ce soit Chandler ou Holloway, je pense que ça change rien. C'est McGregor le combat. Puis le plus avantageux du côté de McGregor, c'est le moins risqué, c'est le plus safe. Puis à la fin de la journée, je pense pas qu'on veut retourner au titre. On veut faire un combat retour, prendre l'argent, puis peut-être prendre une autre petite année ou deux off. Là, à date, c'est ce qui nous a démontré Conor McGregor. Les deux s'étaient affrontés déjà en 2013, imagine. Peut-être que du côté victoire de Conor par décision unanime. Exact. Peut-être que du côté de Holloway, c'est ce qu'on voudrait aller venger, la défaite contre Conor, mais du côté à Conor, je pense pas que c'est ce qui est le plus intéressant. Mais on le sait, Conor McGregor qui a toujours trouvé la façon de revenir. A jamais dit non à des combats spectaculaires, donc je serais pas surpris, mais pour le moment, j'y crois pas. On va le croire quand on va le voir, comme on dit. Est-ce que ce sera cet été à l'UFC 329 contre Max Holloway à suivre? Et si on a d'autres rumeurs, bien sûr, on va vous en parler dans les prochains épisodes. Johan, merci énormément. Yes, merci à toi, Ben. Merci à Noah. Merci à Phil également qui sont en régie, qui vous ont préparé cette émission aujourd'hui. Le SOS Podcast, présentation de Cube Radio, disponible sur Cube, également sur les plateformes de TVA Sport et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Je m'appelle Ben Baudouin et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast.